Il existe un moment, juste avant que le sommeil ne vous enveloppe, où la frontière entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez devient étrangement floue. Un moment suspendu entre deux mondes, où les pensées semblent presque tangibles, presque réelles, presque capables de toucher les murs de la pièce qui vous entoure. Ce soir, je voudrais vous emmener dans un voyage qui commence précisément à cette frontière, dans cet espace mystérieux où la science la plus rigoureuse du XXe siècle rencontre la question la plus ancienne que l'humanité se soit jamais posée. Est-ce que mes pensées ont une existence réelle dans le monde physique ? Cette question n'est pas une question de philosophie abstraite réservée aux salles feutrées des universités. C'est une question que la mécanique quantique, cette théorie qui décrit le comportement des plus petites particules de l'univers, permet aujourd'hui d'aborder avec une rigueur scientifique absolument remarquable. Et ce que cette science révèle est, à bien des égards, plus étrange, plus beau, plus profond que tout ce que l'imagination humaine aurait pu inventer seule. Ce soir, installez-vous confortablement. Laissez votre corps trouver sa position naturelle de repos. Laissez vos épaules descendre doucement. Laissez votre respiration ralentir imperceptiblement. Et permettez à votre esprit de suivre cette narration là où elle vous mène. Avant que nous commencions ce voyage, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez ce soir. Êtes-vous dans une grande ville illuminée ou dans un endroit tranquille où les étoiles sont encore visibles ? Dites-le moi dans les commentaires, car ces petits détails créent quelque chose de magnifique, une communauté de personnes curieuses, réunies dans le calme de la nuit, cherchant à comprendre l'univers. Si ce voyage vous touche, si la science et la beauté mélangées ensemble vous semblent précieuses, un simple geste d'appréciation, un pouce levé, dit à l'univers numérique que ce type de contenu mérite d'exister. Et si vous souhaitez que nous continuions ces explorations ensemble, rejoignez cette communauté, parce que nous avons tant d'autres voyages à faire. Maintenant, positionnez votre téléphone à un angle confortable, glissez-le sous votre oreiller si vous préférez, ou utilisez un casque pour que vos mains soient libres. Votre seule mission ce soir est de respirer, d'écouter, et de laisser ces idées flotter autour de vous comme des étoiles dans la nuit. Revenons maintenant à cette frontière mystérieuse entre la pensée et la réalité physique. Pour comprendre pourquoi la mécanique quantique permet de prendre cette question au sérieux, il nous faut d'abord comprendre quelque chose d'absolument fondamental sur la nature de la réalité telle que la physique moderne la décrit. Et pour cela, il faut revenir au début du XXe siècle, à une époque où les scientifiques étaient convaincus d'avoir presque tout compris. En 1900, la physique classique, celle de Newton, de Maxwell, de Faraday, semblait être un édifice presque complet. Les planètes suivaient leurs orbites avec une précision d'horloger. La lumière se propageait comme une onde parfaite. La chaleur, l'électricité, le magnétisme obéissaient à des équations élégantes et cohérentes. Un physicien célèbre de l'époque, Lord Kelvin, aurait dit, selon une anecdote peut-être apocryphe mais révélatrice d'un état d'esprit, qu'il ne restait plus que 2 petits nuages à l'horizon de la physique. 2 petites anomalies que les théories existantes ne parvenaient pas à expliquer. Ces 2 petits nuages, ils s'en doutent à peine, allaient déclencher des tempêtes qui transformeraient radicalement notre compréhension de la réalité. Le premier nuage concernait le rayonnement du corps noir. Lorsqu'on chauffe un objet, il émet de la lumière. Un métal chauffé devient d'abord rouge, puis orange, puis blanc. Les physiciens du XIXe siècle pouvaient calculer la quantité d'énergie émise à chaque fréquence, mais leurs calculs menaient à une absurdité. Selon les équations classiques, un objet chaud devrait émettre une quantité infinie d'énergie aux hautes fréquences. Ce résultat absurde portait le nom poétique de catastrophe ultraviolette. La réalité, bien sûr, ne se comportait pas ainsi. Les objets chauds émettaient bien de la lumière, mais pas une quantité infinie. Quelque chose dans les équations classiques était fondamentalement incorrect. En décembre 1900, un physicien allemand méticuleux et quelque peu conservateur du nom de Max Planck proposa une solution radicale. Pour faire coïncider ses calculs avec les mesures expérimentales, il supposait que l'énergie n'est pas émise de manière continue, comme l'eau qui coule d'un robinet, mais en petits paquets discrets, en petites quantités minimales qu'il appela quanta,
du latin signifiant combien. L'énergie de chaque quantum est proportionnelle à la fréquence de la lumière, et la constante de proportionnalité, une toute petite quantité que nous notons aujourd'hui h, est connue sous le nom de constante de Planck. Sa valeur est d'environ 6,6 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, un nombre si petit qu'il est presque impossible de l'intuiter directement. Planck lui-même était mal à l'aise avec cette idée. Il la considérait comme un tour mathématique, une astuce temporaire qui permettait de réconcilier théorie et expérience, mais qu'une théorie plus profonde expliquerait éventuellement de manière continue. Il ne réalisait pas encore qu'il venait de poser la première pierre d'une révolution qui changerait à jamais notre compréhension de la nature. 5 ans plus tard, en 1905, un jeune employé du bureau des brevets de Berne, un inconnu de 26 ans du nom d'Albert Einstein, allait pousser l'idée de Planck bien au-delà de ce que son auteur avait imaginé. Einstein s'intéressait au second nuage de Lord Kelvin, le problème de l'effet photoélectrique. Lorsqu'on éclaire certains métaux avec de la lumière, des électrons sont expulsés de la surface du métal. Rien d'extraordinaire en apparence. Mais la façon dont ces électrons sont expulsés défie toute explication classique. Selon la physique classique, si on augmente l'intensité de la lumière, on devrait augmenter l'énergie des électrons expulsés. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qui détermine l'énergie des électrons expulsés, c'est la fréquence de la lumière, pas son intensité. Une lumière bleue de faible intensité expulse des électrons plus énergétiques qu'une lumière rouge très intense. Et en dessous d'une certaine fréquence seuil, quelle que soit l'intensité de la lumière, aucun électron n'est expulsé du tout. Einstein proposa une explication d'une élégance dévastatrice. La lumière n'est pas seulement une onde, comme tout le monde le pensait depuis les travaux magistraux de Maxwell. La lumière est également composée de particules discrètes d'énergie, des quanta de lumière que nous appelons aujourd'hui des photons. L'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence de la lumière. Quand un photon frappe un électron dans le métal, il lui transfère toute son énergie d'un seul coup, comme une bille qui en frappe une autre. Si cette énergie dépasse l'énergie de liaison de l'électron dans le métal, l'électron est libéré. Sinon, rien ne se passe, indépendamment du nombre de photons qui arrivent. Cette idée semblait totalement absurde. La lumière était une onde. Des décennies d'expériences de diffraction et d'interférence le démontraient sans le moindre doute. Pourtant, voilà qu'Einstein affirmait qu'elle était également une particule. Comment quelque chose peut-il être simultanément une onde et une particule? Ces deux concepts semblent mutuellement exclusifs. Une onde est étendue dans l'espace, elle occupe un volume, elle peut se superposer à d'autres ondes. Une particule est localisée, elle occupe un point précis, elle ne peut pas se superposer à elle-même. Cette contradiction apparente est au cœur de la mécanique quantique. Et c'est précisément en cherchant à la résoudre que les physiciens ont découvert quelque chose de profondément troublant sur la nature de la réalité. Quelque chose qui, comme nous allons le voir, change radicalement la façon dont nous devons penser le rapport entre l'observateur et ce qu'il observe, entre la conscience et le monde physique. En 1923, un jeune physicien français, Louis de Broglie, qui était également duc de Broglie, ce qui constitue une combinaison assez rare dans l'histoire de la physique, proposa dans sa thèse de doctorat une idée audacieuse. Si la lumière, qui était censée être une onde, pouvait se comporter comme une particule, alors peut-être que les particules, comme les électrons, pouvaient se comporter comme des ondes. Il proposa que toute particule matérielle possède une longueur d'onde associée, une longueur d'onde de de Broglie, inversement proportionnelle à sa quantité de mouvement. Cette idée, qui semblait au bord de la fantaisie, fut confirmée expérimentalement quelques années plus tard, lorsque des physiciens montrèrent que des faisceaux d'électrons produisent effectivement des phénomènes de diffraction et d'interférence, exactement comme des ondes lumineuses. Cette dualité onde-corpuscule, ce fait que tout objet quantique se comporte à la fois comme une onde et comme une particule selon la façon dont on l'observe, est l'une des vérités les plus dérangeantes et les plus profondes que la physique ait jamais établies. Mais elle n'est que l'entrée en matière d'un mystère bien plus profond. En 1927, un physicien allemand de 25 ans, Werner Heisenberg, qui travaillait à Copenhague avec le grand Niels Bohr,
dérivait des nouvelles équations de la mécanique quantique une conséquence logique absolument stupéfiante. Il est fondamentalement impossible de connaître simultanément, avec une précision arbitraire, la position et la vitesse d'une particule quantique. Ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure. Ce n'est pas un problème technologique qu'on pourrait résoudre avec des appareils plus précis. C'est une propriété intrinsèque de la réalité elle-même. Ce principe, qui porte le nom de principe d'incertitude de Heisenberg, s'énonce mathématiquement de façon très précise. Le produit des incertitudes sur la position et sur la quantité de mouvement d'une particule ne peut jamais être inférieur à la constante de Planck divisée par 4 fois le nombre pi. Plus vous connaissez précisément la position d'une particule, plus son état de mouvement devient fondamentalement indéterminé. Plus vous connaissez précisément sa vitesse et sa direction, plus sa position devient fondamentalement floue. Ce principe a des implications qui dépassent largement le cadre technique de la physique des particules. Il dit quelque chose de profond sur la nature de l'information dans l'univers. Il dit que certaines paires de propriétés physiques, qu'on appelle des variables complémentaires ou conjuguées, ne peuvent pas avoir d'existence simultanément précise. Elles sont fondamentalement indéterminées, non pas parce que nous ne savons pas ce qu'elles sont, mais parce qu'elles ne sont pas. Dans l'univers quantique, une particule n'a pas de position précise et de vitesse précise simultanément. Ces propriétés n'existent tout simplement pas avec cette précision avant d'être mesurées. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes, vraiment troublantes et vraiment pertinentes pour la question que nous explorons ce soir. Car si une particule n'a pas de propriétés précises avant d'être mesurée, quelle est la nature de son existence avant la mesure ? Qu'est-ce que cela signifie d'exister quand on n'a pas de propriétés précises ? La réponse que la mécanique quantique donne à cette question est encapsulée dans son concept le plus fondamental et le plus mystérieux, la fonction d'onde et son effondrement lors de la mesure. Imaginez une particule, un électron, quelque part dans l'espace. Avant toute mesure, cet électron est décrit par une fonction mathématique appelée fonction d'onde, notée par la lettre grecque psi. Cette fonction d'onde n'est pas une description de là où se trouve l'électron. Elle est une description de la probabilité de trouver l'électron à chaque point de l'espace si on effectuait une mesure. L'électron n'est pas ici ou là. Il est, en un sens précis et non métaphorique, partout à la fois, dans une superposition de tous les états possibles, pondérés par les probabilités que lui assigne la fonction d'onde. Maintenant, effectuons une mesure. Nous utilisons un détecteur, un appareil de physique, pour déterminer où se trouve l'électron. Et quelque chose de remarquable se produit. L'instant où nous effectuons la mesure et obtenons un résultat, toute la richesse de cette superposition d'états possibles s'évanouit instantanément. L'électron se trouve soudainement en un seul point précis. Sa fonction d'onde, qui s'étendait sur tout l'espace, s'est effondrée en un point. Cet effondrement de la fonction d'onde lors de la mesure est l'un des phénomènes les plus débattus de toute la physique. Et au cœur de ce débat se trouve une question qui ne peut pas être esquivée. Quel rôle joue l'observateur dans cet effondrement ? Laissons ce soir reposer cette question dans nos esprits, comme on laisse reposer une infusion, en permettant aux arômes de se libérer lentement. Car la réponse à cette question, ou plutôt les différentes réponses que les physiciens ont proposées, constitue l'un des débats les plus profonds et les plus importants de la physique moderne, un débat qui n'est pas encore résolu après près d'un siècle d'efforts. Pendant que vos pensées se détendent doucement, permettez-moi de vous raconter l'une des expériences de pensée les plus célèbres de toute l'histoire de la science. Une expérience qui illustre avec une clarté presque douloureuse le mystère de la mesure quantique et qui a été proposée non pas pour démontrer que la mécanique quantique est vraie, mais pour démontrer qu'elle est absurde. Cette expérience s'appelle le chat de Schrödinger et elle a été proposée en 1935 par le physicien autrichien Erwin Schrödinger, l'un des architectes de la mécanique quantique. Voici l'expérience. Imaginez une boîte opaque, hermétiquement fermée. À l'intérieur de cette boîte, il y a un chat, une fiole contenant un poison, un marteau mécanique connecté à un détecteur de radioactivité et un atome radioactif.
Cet atome radioactif a exactement 50% de chances de se désintégrer dans l'heure qui suit. Si l'atome se désintègre, le détecteur enregistre l'événement, déclenche le marteau, qui brise la fiole, qui libère le poison, qui tue le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, rien ne se passe et le chat reste en vie. Après 1 heure, avant d'ouvrir la boîte, quel est l'état du chat? Selon la physique classique, la réponse est simple. Soit l'atome s'est désintégré, soit il ne s'est pas désintégré. Nous ne savons pas lequel des deux, mais l'un ou l'autre est vrai. Le chat est soit mort, soit vivant, et notre ignorance ne change pas cette réalité objective. Mais selon la mécanique quantique, la situation est fondamentalement différente. L'atome radioactif, avant d'être observé, est dans une superposition de 2 états, désintégré et non désintégré. Les 2 états coexistent dans la fonction d'onde de l'atome. Mais si le mécanisme de la boîte couple l'état de l'atome à l'état du chat, alors le chat lui-même entre dans une superposition d'états. La mécanique quantique, appliquée rigoureusement à l'ensemble du système, dit que le chat est dans une superposition d'être vivant et d'être mort jusqu'à ce que la boîte soit ouverte et que le système soit observé. Un chat, à la fois mort et vivant. Un chat dans une superposition d'états, de vie et de mort. Schrödinger proposait cette expérience pour montrer que quelque chose dans l'interprétation standard de la mécanique quantique devait être incorrect. On ne peut pas sérieusement croire qu'un chat macroscopique peut être à la fois mort et vivant. Et pourtant, si on prend les équations au pied de la lettre, c'est exactement ce qu'elles semblent dire. Cette expérience de pensée révèle avec une acuité particulière le problème du passage entre le monde quantique microscopique, où les superpositions semblent réelles, et le monde macroscopique classique, où nous voyons toujours des réalités définies. Elle pose la question de savoir à quel moment et dans quel contexte la superposition quantique laisse place à la réalité classique définie. Cette transition s'appelle le problème de la mesure, ou parfois le problème de la décohérence, et il reste l'un des problèmes non résolus les plus profonds de la physique fondamentale. Les physiciens ont proposé plusieurs interprétations différentes pour répondre à ce problème. Ces interprétations acceptent toutes les mêmes équations et les mêmes prédictions expérimentales de la mécanique quantique. Ce qui les distingue, c'est leur vision philosophique de la nature de la réalité et du rôle de l'observateur. Et c'est précisément dans ces interprétations que notre question du soir, le rôle des pensées dans la réalité physique, trouve ses échos les plus profonds. La première interprétation, et historiquement la plus influente, est l'interprétation de Copenhague, développée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920. Selon cette interprétation, la fonction d'onde est une description complète de la réalité quantique avant la mesure. Avant la mesure, il n'y a rien de plus à dire sur le système que ce que décrit la fonction d'onde. Quand une mesure est effectuée, la fonction d'onde s'effondre instantanément pour donner un résultat précis. Et cet effondrement est provoqué par l'interaction du système quantique avec un appareil de mesure macroscopique classique. L'interprétation de Copenhague est remarquablement agnostique sur ce qui se passe réellement lors de la mesure. Elle dit essentiellement « Ne vous posez pas la question de ce qu'est la réalité avant la mesure. Posez-vous seulement la question de ce que vous pouvez mesurer et prédire. » C'est une approche profondément pragmatique et elle a fonctionné remarquablement bien pendant des décennies. Mais elle laisse de nombreux physiciens insatisfaits, car elle semble placer une coupure arbitraire entre le monde quantique et le monde classique, sans expliquer où et comment cette coupure se produit. La deuxième interprétation majeure est celle des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957 dans sa thèse de doctorat, sous la direction de John Archibald Wheeler à Princeton. Everett proposait une solution radicale au problème de la mesure. Selon lui, il ne se passe rien de spécial lors d'une mesure. La fonction d'onde n'est jamais détruite. Elle évolue toujours selon l'équation de Schrödinger, de façon parfaitement déterministe et sans jamais s'effondrer. Mais alors, pourquoi voyons-nous toujours un résultat précis quand nous effectuons une mesure ? Pourquoi ne voyons-nous jamais un chat à la fois mort et vivant ? Everett répond « Parce que lorsque vous effectuez une mesure et interagissez avec un système quantique, vous-même, en tant qu'observateur, entrez dans une superposition d'états. Dans une branche de la superposition,
vous observez le chat vivant. Dans l'autre branche, vous observez le chat mort. Ces deux versions de vous existent simultanément dans deux branches de la réalité, deux mondes, deux univers parallèles qui se sont ramifiés au moment de la mesure. L'interprétation des mondes multiples est mathématiquement cohérente et élimine le problème de l'effondrement de la façon la plus radicale possible, en disant qu'il n'y a tout simplement pas d'effondrement. Mais elle a un coût philosophique considérable. Elle postule l'existence d'une infinité de mondes parallèles, chaque mesure quantique faisant se ramifier la réalité en autant de branches que de résultats possibles. Elle est souvent considérée comme ontologiquement extravagante, même si ses partisans feraient remarquer qu'elle ne postule rien de plus que ce que les équations elles-mêmes semblent dire. La troisième interprétation, et celle qui nous concerne le plus directement ce soir, est l'interprétation à variables cachées, et plus particulièrement la version de David Bohm, développée dans les années 1950. Bohm proposa que les particules quantiques ont toujours des positions et des vitesses précises, contrairement à ce que dit l'interprétation standard. Ce que nous appelons l'incertitude quantique n'est pas une incertitude sur des propriétés qui n'existent pas, mais une ignorance de notre part sur des propriétés bien réelles mais cachées. Le comportement apparemment aléatoire des particules quantiques serait déterminé par une onde pilote, une onde réelle, qui guide les particules dans leur mouvement. Ce qui est profondément intéressant dans la mécanique bohmienne, c'est qu'elle est non locale. L'onde pilote qui guide une particule est affectée instantanément par tout ce qui se passe dans l'univers, quelle que soit la distance. Cette non-localité est une caractéristique qu'elle partage avec un phénomène quantique extraordinaire que nous allons explorer en détail, un phénomène que Einstein appelait, dans une traduction libre, « action fantôme à distance », et que la physique moderne appelle l'intrication quantique. Mais avant d'arriver à l'intrication, permettez-moi de vous faire sentir la profondeur du mystère de la mesure quantique en explorant une autre expérience fondamentale. L'expérience de la double fente, qui est souvent considérée comme l'expérience qui contient tout le mystère de la mécanique quantique en son cœur. Imaginez un écran opaque, percé de deux petites fentes parallèles et proches l'une de l'autre. Derrière cet écran, il y a un détecteur, un film photographique, ou un écran qui enregistre les impacts des particules. Devant l'écran, il y a une source qui émet des particules une à une, avec suffisamment de temps entre chaque émission pour être certain qu'une seule particule à la fois traverse le dispositif. Si ces particules étaient simplement des balles de fusil classiques, on s'attendrait à voir deux bandes d'impact sur le détecteur, une derrière chaque fente. Si elles étaient des ondes, comme des vagues d'eau, on s'attendrait à voir un motif d'interférence, une alternance de bandes claires et sombres, correspondant aux endroits où les ondes se renforcent ou s'annulent, après avoir passé par les deux fentes. Que voit-on réellement avec des électrons, des photons, des atomes, voire des molécules relativement grosses comme des fullerènes de 60 atomes de carbone? On voit un motif d'interférence. Les particules s'accumulent progressivement pour former des bandes alternées, exactement comme si des ondes interféraient. Chaque particule individuelle semble passer par les deux fentes simultanément et interférer avec elle-même. Voici là où les choses deviennent vraiment mystérieuses. Si nous décidons de placer un détecteur au niveau des fentes pour déterminer par quelle fente chaque particule est passée, quelque chose de remarquable se produit. Le motif d'interférence disparaît. Au lieu de bandes alternées, nous voyons deux bandes, une derrière chaque fente, exactement comme avec des balles classiques. L'acte de mesure, l'acte de déterminer par quelle fente la particule est passée, détruit complètement l'interférence. Cette expérience a été réalisée avec une précision et une rigueur extraordinaires depuis sa première réalisation avec des électrons par Klaus Jönsson en 1961. Elle a été réalisée avec des photons, avec des neutrons, avec des atomes d'hélium, avec des molécules de fullerène contenant 60 atomes de carbone, et même avec des molécules beaucoup plus complexes. Le résultat est toujours le même. Quand on ne mesure pas par quelle fente passe la particule, on obtient de l'interférence. Quand on mesure, l'interférence disparaît. La façon dont la mesure détruit l'interférence ne dépend pas de la nature technique du détecteur. Elle ne dépend pas du fait que le détecteur soit mécanique, électronique ou optique.
Elle ne dépend même pas du fait que l'information obtenue soit effectivement lue par un observateur humain. Elle dépend du fait que l'information sur quelle fente a été empruntée existe en principe quelque part dans l'univers, encodée dans l'état d'un autre système physique. La particule, pour ainsi dire, sait qu'elle est observée. Comment une particule peut-elle savoir qu'elle est observée? Comment l'existence d'une information quelque part dans l'univers peut-elle modifier le comportement d'une particule microscopique? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont de vraies questions scientifiques qui ont été approfondies et explorées pendant des décennies, et les réponses, partielles, conduisent directement au concept de décohérence. La décohérence est le mécanisme par lequel les effets quantiques, comme l'interférence et la superposition, disparaissent dans le monde macroscopique. Quand une particule quantique interagit avec son environnement, avec d'autres particules, avec des photons, avec des vibrations thermiques, elle s'intrique avec ces particules environnantes. L'information sur son état se diffuse dans l'environnement, s'encodant dans des corrélations de plus en plus nombreuses et complexes, avec un nombre croissant de particules environnementales. Ce processus, la décohérence, est irréversible en pratique, car pour récupérer les interférences, il faudrait contrôler simultanément l'état de toutes ces particules environnementales, ce qui devient rapidement impossible. La décohérence explique pourquoi nous ne voyons jamais de chat à la fois mort et vivant dans notre vie quotidienne. Un objet macroscopique, comme un chat, est en interaction permanente avec un nombre colossal de particules environnementales, photons de la lumière ambiante, molécules d'air, phonons dans la structure du matériau. Ces interactions décohèrent en l'état quantique du chat en un temps ridiculement court, typiquement moins de 10 puissance, moins 30 secondes pour un objet de la taille d'une molécule protéique et encore bien moins pour un objet macroscopique. Mais la décohérence ne résout pas complètement le problème de la mesure. Elle explique pourquoi les superpositions macroscopiques ne sont jamais observées dans la pratique. Mais elle ne dit pas pourquoi un résultat précis est obtenu plutôt qu'un autre lors d'une mesure. Elle ne dit pas pourquoi vous voyez le chat vivant plutôt que mort, même si votre voisin, dans une autre branche de l'interprétation des mondes multiples, voit le chat mort. La décohérence transforme une superposition quantique pure en un mélange statistique de résultats classiques, mais elle ne sélectionne pas un résultat unique. Ce dernier mystère reste entier. C'est dans ce contexte du problème de la mesure et du rôle de l'observateur, que certains physiciens, notamment John von Neumann et Eugène Wigner, ont proposé des interprétations qui accordent un rôle spécial à la conscience dans l'effondrement de la fonction d'onde. Cette idée est souvent appelée l'interprétation de la conscience ou l'hypothèse de von Neumann-Wigner, et c'est elle qui, peut-être, permet de prendre le plus sérieusement la question de ce soir au sens scientifique. John von Neumann, l'un des mathématiciens les plus brillants du XXe siècle, analysa en 1932 dans son livre fondamental La base mathématique de la mécanique quantique le processus de mesure d'une façon extrêmement rigoureuse. Il montra que, d'un point de vue mathématique, on peut toujours repousser le moment de l'effondrement de la fonction d'onde plus loin dans la chaîne de mesure. L'électron et l'appareil de mesure peuvent être décrits ensemble comme un système quantique en superposition. L'appareil de mesure et l'observateur humain qui le lit peuvent être décrits ensemble comme un système quantique en superposition, et ainsi de suite, indéfiniment. Von Neumann appela cette régression infinie la chaîne de von Neumann. Où la chaîne s'arrête-t-elle? Où la superposition quantique cesse-t-elle pour laisser place à un résultat précis? La réponse de von Neumann, implicite dans son analyse, était que la chaîne s'arrête à la conscience. C'est à la conscience de l'observateur, au fait que quelqu'un prend effectivement conscience d'un résultat, que l'effondrement de la fonction d'onde se produit. Eugène Wigner, prix Nobel de physique en 1963, développa cette idée dans un article célèbre de 1960 et un intitulé « Remarques sur le problème corps-esprit ». Wigner proposait une variation du chat de Schrödinger que l'on appelle aujourd'hui l'ami de Wigner. Imaginez que l'ami de Wigner soit dans un laboratoire fermé avec un système quantique en superposition. L'ami effectue une mesure et obtient un résultat. Mais de l'extérieur du laboratoire, tant que Wigner lui-même n'a pas communiqué avec son ami, tout le système, l'ami, le laboratoire et la particule est décrit par une superposition d'états quantiques. Selon Wigner,
quelque chose de physiquement différent se produit quand son ami prend conscience d'un résultat, par rapport à la simple interaction mécanique d'un détecteur avec une particule. La conscience, selon Wigner, a un pouvoir physique réel de provoquer l'effondrement de la fonction d'onde. Cette idée a été critiquée de nombreuses façons. La principale critique est que rien ne distingue fondamentalement la conscience humaine d'un système physique complexe qui traite de l'information. Si un ordinateur sophistiqué peut traiter et enregistrer l'information d'une mesure quantique, son processus interne d'enregistrement de l'information est-il différent de la prise de conscience humaine? Et sinon, pourquoi la conscience aurait-elle un rôle spécial? La question du rôle de la conscience dans la mécanique quantique reste profondément ouverte, et les physiciens sont profondément divisés à ce sujet. Mais notons quelque chose d'important. Cette division n'est pas entre une majorité de physiciens qui savent la réponse et une minorité qui résiste. C'est un désaccord profond et honnête sur des questions philosophiques et physiques fondamentales. Des physiciens d'une rigueur et d'une intelligence extraordinaire, de John Wheeler à Roger Penrose en passant par Henry Stapp, ont pris au sérieux l'idée que la conscience joue un rôle physique dans la mécanique quantique. Et la question reste ouverte. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'un des phénomènes les plus étranges et les plus spectaculaires que la mécanique quantique ait prédit et confirmé expérimentalement. Un phénomène qui, plus que tout autre, illustre la façon dont la réalité quantique défie nos intuitions classiques sur la localité et la séparabilité. Ce phénomène s'appelle l'intrication quantique et il a été au cœur de l'un des débats les plus célèbres de l'histoire de la physique, un débat entre Albert Einstein et Niels Bohr qui a duré plusieurs décennies. L'intrication quantique se produit quand deux particules interagissent d'une façon telle que leur état quantique ne peut pas être décrit indépendamment. Elles forment un système unique dont les propriétés sont corrélées d'une façon qui transcende la séparation spatiale. Voici un exemple concret. Créons deux photons de telle façon que leur état de polarisation totale soit nul. Chaque photon individuellement n'a pas de polarisation définie. Mais si on mesure la polarisation de l'un et qu'on trouve qu'il est polarisé verticalement, on sait instantanément que l'autre est polarisé horizontalement, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela seul ne serait pas étrange. On pourrait imaginer que les deux photons ont été créés avec des polarisations définies dès le départ, une verticale et une horizontale, et que nous les découvrons simplement en les mesurant. Comme si on avait mis une chaussure gauche dans une valise et envoyé l'autre valise à Paris. En ouvrant la première valise à Rome et en trouvant la chaussure gauche, vous savez instantanément que la valise à Paris contient la chaussure droite. Pas de mystère ici. Mais l'intrication quantique est radicalement différente de cette analogie, et c'est là que le génie d'un théorème mathématique formulé en 1964 par le physicien irlandais John Bell entre en jeu. Bell montra que si les corrélations observées entre des particules intriquées étaient dues à des propriétés cachées prédéterminées, comme les chaussures dans les valises, alors ces corrélations devraient satisfaire certaines inégalités mathématiques, les inégalités de Bell. Il calcula précisément la limite maximale de corrélation compatible avec toute théorie à variables cachées locales. Et voici le coup de théâtre. Les prédictions de la mécanique quantique violent les inégalités de Bell. Elles prédisent des corrélations plus fortes que n'importe quelle théorie classique ne pourrait les produire avec des propriétés cachées prédéterminées. Alain Aspect et ses collègues à Paris ont réalisé en 1982 des expériences remarquables qui ont mesuré ces corrélations avec une précision suffisante pour tester les inégalités de Bell. Les résultats ont confirmé les prédictions de la mécanique quantique. Les inégalités de Bell sont violées dans la nature. Ce résultat signifie quelque chose de profond. Il y a au moins une des deux propriétés suivantes que la réalité ne possède pas. Soit la réalité n'est pas locale, c'est-à-dire que des événements séparés dans l'espace peuvent s'influencer instantanément, même à des distances arbitraires. Soit la réalité n'est pas réaliste au sens classique, c'est-à-dire que les propriétés des particules n'ont pas de valeur définie indépendamment de leur mesure. La violation des inégalités de Bell, confirmée avec une précision toujours croissante par des expériences de plus en plus sophistiquées, notamment les expériences à Loophole Free de 2015 réalisées à Delft, à Vienne et à Boulder, nous dit que nous devons abandonner soit la localité, soit le réalisme naïf, et peut-être les deux. Ce résultat est extraordinaire. Il dit que l'univers, au niveau fondamental,
est soit non local, soit fondamentalement dépendant de l'observateur, soit les deux. Et ces deux options sont également troublantes et fascinantes pour notre conception de la réalité. La non-localité quantique ne permet pas de transmettre de l'information plus vite que la lumière. Ce point est important et il est souvent mal compris dans les présentations populaires de la mécanique quantique. Quand vous mesurez la polarisation d'un photon et obtenez un résultat aléatoire, et quand ce résultat détermine instantanément l'état de son partenaire intriqué à l'autre bout de l'univers, vous ne pouvez pas choisir quel résultat vous allez obtenir. Les corrélations sont instantanées, mais elles ne peuvent pas être utilisées pour envoyer un message car vous ne contrôlez pas le résultat de votre mesure. Cependant, même si la non-localité quantique ne permet pas la communication superluminique, elle dit quelque chose de fondamental sur la structure de la réalité. Elle dit que l'univers quantique est fondamentalement non séparable. Des particules qui ont interagi une fois restent connectées d'une façon que l'espace entre elles ne peut pas briser. Cette connexion est réelle, mesurable, et viole nos intuitions les plus profondes sur ce que signifie être séparé dans l'espace. John Archibald Wheeler, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, qui a travaillé avec Bohr, avec Einstein, et qui a coaché des générations de physiciens dont Richard Feynman, a développé vers la fin de sa vie une vision de l'univers qui semble faire écho à ses idées. Wheeler proposa que l'univers est fondamentalement participatif, qu'il est constitué non seulement de particules et de champs, mais d'informations, et que la conscience des observateurs joue un rôle actif dans la genèse de la réalité physique. Il aimait citer une phrase qui résume cette vision. « It from bit », ce qu'on pourrait traduire par la chose vient du bit. Tout objet, tout événement, toute particule dans l'univers doit ultimement son existence, même si ce n'est pas son existence complète, à des réponses à des questions binaires, à des choix entre deux états, à ce que Wheeler appelait des actes de participation par des observateurs équipés d'appareils de mesure. L'univers, dans cette vision, émerge de la question et de la réponse, de l'observateur et de l'observé, de la conscience et de la matière. Cette vision est souvent appelée le principe anthropique participatif, une extension du principe anthropique qui dit simplement que l'univers doit avoir les propriétés compatibles avec l'existence d'observateurs, puisqu'après tout, nous sommes là pour l'observer. Dans la version participative de Wheeler, les observateurs ne se contentent pas d'observer un univers qui existerait sans eux. Ils participent activement à sa création, pas seulement dans le présent, mais peut-être même dans le passé cosmique. Wheeler proposa une expérience de pensée extraordinaire pour illustrer cette idée, une expérience de choix retardé. Imaginez que la lumière d'une quasar lointaine, à des milliards d'années-lumière de nous, passe à côté d'une galaxie intermédiaire. La gravité de cette galaxie courbe l'espace et crée une sorte de lentille gravitationnelle, qui fait que la lumière peut prendre deux chemins différents pour nous atteindre, contournant la galaxie par la gauche ou par la droite, et arrivant à nos télescopes après un voyage de milliards d'années. Si nous installons un dispositif interférométrique pour détecter l'interférence entre les deux chemins, nous observons le comportement ondulatoire de la lumière. Elle a pris les deux chemins simultanément. Si nous installons des détecteurs qui déterminent lequel des deux chemins chaque photon a emprunté, nous observons le comportement corpusculaire. Chaque photon a pris un chemin ou l'autre. Mais voici la partie extraordinaire. Notre choix d'observation est fait maintenant, aujourd'hui, alors que les photons ont quitté la quasar il y a des milliards d'années. Notre choix, fait dans le présent, semble rétroactivement déterminer comment le photon s'est comporté à son départ de la quasar. L'expérience de choix retardé a été réalisée dans des versions de laboratoire par plusieurs groupes, notamment par les équipes de Jacques et de Aspect en France, et les résultats confirment les prédictions de Wheeler. Le comportement passé de la particule semble rétroactivement déterminé par un choix d'observation fait dans le présent. Cette idée de participation rétroactive est évidemment très difficile à réconcilier avec notre intuition de la causalité temporelle, mais elle illustre à quel point la mécanique quantique oblige à réviser nos idées les plus profondes sur le temps, la causalité, et la relation entre l'observateur et ce qu'il observe. Maintenant, laissons ces idées s'installer doucement dans votre esprit, comme des pétales qui se posent sur l'eau. Votre corps se détend un peu plus à chaque respiration. La pièce autour de vous est silencieuse et confortable. Et dans cet espace de calme,
nous allons explorer une autre dimension de la connexion entre la physique quantique et le monde de la pensée et de la conscience. Roger Penrose, le mathématicien et physicien britannique qui a partagé le prix Nobel de physique 2020 pour ses travaux sur les trous noirs, a proposé depuis les années 1980 une théorie ambitieuse et controversée selon laquelle la conscience humaine serait fondamentalement liée à des processus quantiques dans le cerveau. Dans son livre de 1989 L'esprit nouveau de l'empereur et dans son livre suivant Les ombres de l'esprit de 1994, Penrose développa une argumentation selon laquelle la conscience, ou du moins certains aspects de la conscience liés à la compréhension et à l'intuition mathématique, ne peuvent pas être simulés par un ordinateur classique, aussi puissant soit-il. Penrose s'appuie sur le célèbre théorème d'incomplétude de Kurt Gödel, qui démontre qu'il existe dans tout système formel suffisamment riche des vérités mathématiques qui ne peuvent pas être prouvées à l'intérieur du système. Penrose argumente que les mathématiciens humains peuvent reconnaître la vérité de ces propositions indémontrables, ce qu'un algorithme mécanique ne peut pas faire. Il conclut que la conscience humaine dépasse la computation algorithmique classique et cherche donc une explication dans les processus non computables de la physique quantique. Travaillant avec le médecin anesthésiste américain Stuart Hameroff, Penrose a développé la théorie connue sous le nom d'Orchestrated Objective Reduction, ou ORC-OR en anglais, qu'on pourrait traduire par réduction objective orchestrée. Selon cette théorie, la conscience résulte d'effondrements de fonctions d'ondes se produisant dans des structures protéiques à l'intérieur des neurones, des structures appelées microtubules. Les microtubules sont de petits cylindres creux formés par des protéines appelées tubulines. Ils constituent une partie essentielle du cytosquelette des cellules, leur structure de soutien interne. Hameroff a proposé, sur la base d'observations biologiques et de considérations biophysiques, que les microtubules pourraient maintenir des états quantiques cohérents pendant des durées suffisamment longues pour jouer un rôle dans les processus cognitifs. Penrose ajoute que ces états quantiques dans les microtubules ne s'effondrent pas de façon aléatoire comme dans une mesure quantique ordinaire. Ils sont orchestrés par des influences biologiques et s'effondrent selon un processus de réduction objective, une version du processus de mesure quantique qui, selon Penrose, est régi par une physique quantique de la gravité encore inconnue. Cet effondrement orchestré et objectif, selon Penrose et Hameroff, est ce qui donne naissance au moment de conscience. Cette théorie est très controversée. Les neuroscientifiques soulignent généralement que le cerveau est un environnement chaud, humide et bruité, et que la décohérence détruirait tout état quantique cohérent dans les microtubules en des temps bien trop courts pour jouer un rôle dans les processus neuronaux. La décohérence dans les structures biologiques chaudes et molles se produit généralement en des temps de l'ordre de 10 puissance moins 13 secondes, tandis que les processus neuronaux pertinents pour la cognition se déroulent sur des échelles de temps de millièmes de seconde ou de dixièmes de seconde. Des réponses ont été apportées à cette critique. Des expériences publiées depuis 2007 ont montré que des processus biologiques comme la photosynthèse dans les plantes et les bactéries, la navigation magnétique des oiseaux migrateurs et même le mécanisme de l'odorat pourraient exploiter des effets quantiques. En 2007, des expériences réalisées par Graham Fleming et ses collègues à Berkeley ont montré des signes de cohérence quantique dans les complexes de capture de lumière des bactéries photosynthétiques. Ces résultats ont ouvert un champ de recherche entièrement nouveau qu'on appelle la biologie quantique. La question de savoir si les processus quantiques cohérents jouent un rôle fonctionnel dans les systèmes biologiques, et en particulier dans le cerveau, reste très active et très ouverte. Mais elle illustre que la frontière entre le monde quantique et le monde biologique n'est peut-être pas aussi étanche que nous le pensions. Il existe une autre dimension de la connexion entre la physique quantique et la réalité de nos pensées qui mérite d'être explorée, une dimension moins spéculative et plus directement fondée sur la physique établie. Cette dimension est la nature physique de l'information. Dans la physique classique, l'information était souvent considérée comme une entité abstraite, distincte de la réalité physique. Une information pouvait être codée dans n'importe quel support physique, un signal électrique, une marque d'encre, un arrangement de bits magnétiques, mais l'information elle-même semblait séparable de son support physique.
Cette vision a été profondément remise en cause au cours du XXe siècle. En 1961, le physicien et informaticien Rolf Landauer proposa un principe fondamental qui est maintenant connu sous le nom de principe de Landauer. L'effacement d'un bit d'information dans un système physique est un processus irréversible qui génère nécessairement de l'entropie et donc de la chaleur. La quantité minimale d'énergie dissipée lors de l'effacement d'un bit d'information à température ambiante est de l'ordre de 2,8 fois 10 puissance moins 21 joules, ce qu'on appelle la limite de Landauer. Ce principe dit quelque chose de profond. L'information n'est pas abstraite, l'information est physique. L'existence ou l'absence d'un bit d'information dans un système physique est une propriété physique réelle qui a des conséquences mesurables sur l'énergie et l'entropie du système. Landauer le formulait ainsi dans une phrase célèbre. « L'information est physique ». Cette phrase a des implications profondes. Elle dit que l'information n'est pas quelque chose de séparé de la matière et de l'énergie. Elle est une propriété de la matière et de l'énergie. Et si l'information est physique, alors toute information qui existe dans un système physique, incluant l'information encodée dans les états neuronaux de votre cerveau, dans les configurations de vos synapses, dans les modèles d'activation de vos réseaux neuronaux, est une propriété physique réelle de la matière. Vos pensées, en tant que configuration spécifique d'informations encodées dans les structures physiques de votre cerveau, sont donc des réalités physiques au sens strict du terme. Non pas des réalités physiques dans le sens où une pensée de montagne est aussi grande et solide qu'une vraie montagne, bien sûr, mais des réalités physiques dans le sens où elles correspondent à des états précis et bien définis de la matière, des états qui ont une énergie mesurable, une structure informationnelle précise et des effets causaux sur la réalité physique. Cette idée est renforcée par les développements récents en neurosciences quantitatives. La neuroimagerie moderne, que ce soit par résonance magnétique fonctionnelle, par électroencéphalographie ou par magnétoencéphalographie, nous permet de visualiser avec une précision croissante les configurations d'activité neuronale correspondant à des états mentaux spécifiques. Nous pouvons, dans une mesure limitée mais réelle, lire des pensées à partir de l'activité cérébrale. Des équipes de chercheurs ont réussi à reconstruire des mots prononcés mentalement par une personne à partir de signaux électroencéphalographiques avec des taux de précision impressionnants. Ces résultats ne montrent pas que les pensées peuvent agir sur le monde physique externe à distance. Ce serait une affirmation extraordinaire qui demanderait des preuves extraordinaires et qui n'est pas établie. Mais ils montrent que les pensées correspondent à des configurations physiques précises et mesurables dans le cerveau. Des configurations qui sont, en tout sens rigoureux du terme, des réalités physiques. Pensez à ce que cela signifie. En ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, votre cerveau crée des représentations physiques de concepts abstraits. Le concept de l'électron, avec sa dualité onde-corpuscule, existe maintenant dans votre cerveau sous la forme d'un pattern d'activation neuronale précis et mesurable. Le concept de la superposition quantique a une existence physique réelle dans les structures de votre matière cérébrale. La pensée que vous pensez en ce moment est une réalité physique. Le physicien et philosophe Max Tegmark de l'Institut de technologie du Massachusetts a poussé encore plus loin cette idée de la réalité de l'information dans son hypothèse du monde mathématique. Selon Tegmark, l'univers n'est pas simplement décrit par des mathématiques. L'univers est des mathématiques. Toute structure mathématique cohérente a une existence physique réelle, dans un sens profond et objectif. L'univers observable dans lequel nous vivons est une structure mathématique parmi une infinité d'autres, toutes également réelles. Si la thèse de Tegmark est correcte, et c'est bien sûr une thèse philosophique qui dépasse les limites de la physique empirique au sens strict, alors la distinction entre une pensée, qui est une structure informationnelle et donc mathématique, et une réalité physique, qui est également une structure mathématique, s'amenuise considérablement. Une pensée cohérente et bien définie pourrait, dans cette vision, avoir le même droit à l'existence que toute autre structure mathématique, c'est-à-dire, selon Tegmark, une existence physique réelle. Je ne vous demande pas d'accepter la thèse de Tegmark comme une vérité établie. C'est une spéculation philosophique stimulante, mais pas une théorie scientifique confirmée au sens standard du terme.
Ce que je vous invite à considérer, c'est la profondeur du débat philosophique et scientifique sur la nature de la réalité et la place de l'information, de la conscience et de la pensée dans cette réalité. Permettez-moi maintenant d'explorer un autre aspect de la connexion entre la physique quantique et la réalité, un aspect qui concerne la nature du temps et du déterminisme. Nous avons parlé du fait que les résultats des mesures quantiques sont fondamentalement probabilistes. Il est impossible, même en principe, de prédire avec certitude le résultat d'une mesure quantique sur un système en superposition. On peut seulement prédire les probabilités de chaque résultat possible. Cet indéterminisme fondamental a été l'une des caractéristiques de la mécanique quantique qui a le plus troublé Einstein. Sa formulation célèbre « Dieu ne joue pas aux dés » exprimait son conviction que l'indéterminisme apparent de la mécanique quantique devait être le signe d'une théorie incomplète. Il devait y avoir, selon Einstein, des variables cachées qui déterminent le résultat de chaque mesure quantique de façon déterministe, même si nous ne pouvons pas les connaître. Nous avons vu que le théorème de Bell et ses vérifications expérimentales ont exclu les théories à variables cachées locales, mais la question du déterminisme en physique est plus profonde que cela. Et elle a une connexion directe avec la question de la liberté humaine, du libre arbitre, et par conséquent, de la réalité de nos choix et de nos intentions. Dans un univers purement classique et déterministe, un univers où l'état présent détermine complètement tous les états futurs selon des lois mécaniques, la notion de libre arbitre semble problématique. Si le Big Bang contient en graines tous les états futurs de l'univers, y compris chacune de vos pensées et chacun de vos choix, alors vos décisions semblent être le déploiement inévitable d'un programme inscrit dans les conditions initiales de l'univers. Vos pensées semblent être des illusions de contrôle, non des causes réelles du monde. La mécanique quantique, avec son indéterminisme fondamental, change ce tableau. Dans un univers quantique, le futur n'est pas entièrement déterminé par le présent. Il y a une dimension irréductible d'aléatoire dans la nature, une part d'indétermination qui n'est pas une ignorance, mais une propriété fondamentale de la réalité. Cela n'établit pas directement le libre arbitre, car un choix aléatoire n'est pas plus libre qu'un choix déterministe. Mais cela ouvre un espace conceptuel dans lequel quelque chose de plus subtil et de plus intéressant que le simple déterminisme classique peut opérer. Des philosophes et des physiciens comme Penrose, Stapp et d'autres ont proposé que la conscience pourrait jouer un rôle dans la sélection parmi les possibilités ouvertes par l'indéterminisme quantique. Dans la vision de Henry Stapp, notamment, les intentions conscientes pourraient influencer le processus d'effondrement de la fonction d'onde dans le cerveau, et par là même influencer le comportement physique du cerveau d'une façon qui ne serait pas réductible à un déterminisme purement mécanique. Cette idée est spéculative et controversée, mais elle illustre à quel point la mécanique quantique a profondément remodelé le cadre conceptuel dans lequel nous pensons la relation entre la conscience et la réalité physique. Elle a rendu légitimes scientifiquement des questions qui, dans le cadre du déterminisme classique, semblaient appartenir purement à la métaphysique ou à la philosophie. Pendant que votre esprit voyage dans cet espace entre les certitudes et les mystères, je voudrais vous faire partager une réflexion sur la nature de l'espace et du temps dans la physique quantique, car elle est directement reliée à notre exploration de la réalité des pensées. Dans la physique classique, l'espace et le temps sont le cadre fixe et absolu dans lequel les événements se déroulent. Newton concevait l'espace comme un conteneur vide, infini et immobile, et le temps comme un flux uniforme, indépendant de toute chose matérielle. La révolution de la relativité d'Einstein, d'abord la relativité restreinte en 1905, puis la relativité générale en 1915, a changé profondément cette conception. L'espace et le temps ne sont pas séparés mais constituent une entité unifiée, l'espace-temps, dont la courbure est déterminée par la distribution de matière et d'énergie. Mais la mécanique quantique ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette image. Dans le cadre de la physique quantique des champs, qui est la fusion de la mécanique quantique et de la relativité restreinte, l'espace vide n'est pas vraiment vide. Il est plein d'un océan de fluctuations quantiques, d'énergie du vide, de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment en accord avec le principe d'incertitude de Heisenberg. Cette énergie du vide quantique est réelle et mesurable. Elle se manifeste notamment dans l'effet Casimir.
prédit par le physicien néerlandais Hendrik Casimir en 1948 et mesuré expérimentalement pour la première fois en 1997 par Steve Lamoureux. Lorsque deux plaques conductrices parfaitement lisses sont placées à quelques nanomètres de distance dans le vide, elles s'attirent légèrement à cause des fluctuations quantiques du vide électromagnétique entre elles. Cette attraction est mesurée et elle est en accord parfait avec les prédictions théoriques. Le vide quantique exerce une force réelle et mesurable. La densité d'énergie du vide quantique, si on calcule naïvement la somme des contributions de toutes les fréquences des fluctuations, est astronomiquement grande, environ 120 ordres de grandeur plus grande que l'énergie du vide observée cosmologiquement. Cette discordance colossale entre la théorie et l'observation est connue sous le nom de problème de la constante cosmologique ou parfois catastrophe de l'énergie du vide. C'est l'un des problèmes non résolus les plus importants et les plus gênants de la physique fondamentale. Mais même à un niveau bien plus raisonnable, le vide quantique représente quelque chose de profondément contre-intuitif. L'espace vide n'est pas rien. Il est fondamentalement actif, plein d'activités quantiques, de fluctuations incessantes à toutes les échelles. Chaque point de l'espace, même dans le vide le plus parfait, est le site d'une activité quantique permanente. Et votre cerveau, ce kilo et demi de matière grise et blanche que vous portez dans votre crâne, est constitué d'atomes et de molécules dont les comportements sont fondamentalement quantiques. Les électrons dans vos atomes suivent les lois de la mécanique quantique. Les liaisons chimiques dans vos molécules sont des phénomènes quantiques. La structure même de la matière dont vous êtes fait est déterminée par les règles quantiques. Vous êtes, en un sens profond, un être quantique dans un univers quantique. La question de savoir si les effets quantiques jouent un rôle fonctionnel dans votre cognition, dans la façon dont vous pensez et ressentez, est une question ouverte et active de la recherche scientifique. La biologie quantique, dont nous avons mentionné les premiers développements, explore ces questions avec une rigueur croissante. Des résultats récents, comme la mise en évidence de cohérence quantique dans la photosynthèse par l'équipe de Fleming, suggèrent que la vie a peut-être appris à exploiter les effets quantiques d'une façon que nous ne comprenons pas encore pleinement. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette idée. La vie, qui a émergé d'une soupe de molécules organiques il y a environ 4 milliards d'années sur notre planète, aurait peut-être réussi à harnacher les propriétés les plus subtiles et les plus fondamentales de la physique quantique pour ses propres besoins. La photosynthèse, ce processus par lequel les plantes capturent l'énergie de la lumière avec une efficacité remarquable, utiliserait peut-être une forme de propagation quantique cohérente pour transférer l'énergie des photons au centre réactionnel avec une efficacité proche de 100%. La navigation des oiseaux migrateurs, la capacité étonnante qu'ont des oiseaux comme les rouges-gorges de percevoir le champ magnétique terrestre pour s'orienter pendant leur migration, pourrait-elle aussi impliquer des effets quantiques. Un mécanisme proposé, le mécanisme de la paire de radicaux, implique des états de spin quantique d'électrons dans des molécules de cryptochrome dans l'œil de l'oiseau. Ces états quantiques seraient influencés par le champ magnétique terrestre, donnant à l'oiseau une sorte de boussole quantique intégrée. L'odorat, notre sens de l'olfaction, pourrait lui aussi faire appel à des effets quantiques. Une hypothèse proposée par Lucas Turin dans les années 1990 suggère que nous ne distinguons pas les odeurs uniquement par la forme des molécules odorantes, comme une clé dans une serrure, mais aussi par les fréquences de vibration de leurs liaisons chimiques. Ce mécanisme quantique, connu sous le nom de tunneling vibrationnel, permettrait une discrimination des odeurs plus fines que ce que le seul mécanisme stérique permettrait. Des expériences récentes, notamment des études sur des insectes, comme la mouche drosophile, ont fourni des arguments en faveur de ce mécanisme. Ces exemples de biologie quantique, même s'ils restent des sujets de recherche active et de débat, illustrent une tendance générale importante. La nature a eu 4 milliards d'années pour explorer l'espace des stratégies possibles pour accomplir les fonctions biologiques essentielles. Il serait remarquablement surprenant que dans cette exploration, elle n'ait pas découvert et exploité les ressources que la physique quantique offre à l'échelle nanométrique, là où les effets quantiques deviennent dominants. Permettez à votre respiration de se ralentir encore un peu. Votre corps est lourd et confortable. Votre esprit flotte doucement dans cet espace de curiosité sereine.
Et pendant que vous vous reposez dans cette douceur, je voudrais vous parler de quelque chose qui pourrait être la connexion la plus directe entre la physique quantique et le monde de votre expérience subjective. La question de la décohérence et du rôle de l'observateur dans la mécanique quantique nous a conduit à explorer des interprétations où la conscience joue un rôle fondamental dans la physique. Mais il existe une approche complémentaire qui part de l'autre extrémité, de la physique du traitement de l'information dans le cerveau, pour explorer comment des processus neuronaux complexes pourraient être influencés par des mécanismes quantiques. En 2014, des expériences menées par Matthew Fisher de l'Université de Californie à Santa Barbara ont proposé un mécanisme biochimique potentiel par lequel les effets quantiques pourraient influencer la cognition sans nécessiter les structures spéculatives des microtubules de Penrose et Hameroff. Fisher a focalisé son attention sur les noyaux atomiques du phosphore, les atomes de phosphore qui sont omniprésents dans les molécules biologiques importantes comme l'ATP, l'adénosine triphosphate, le carburant universel de la cellule, et les phospholipides des membranes cellulaires. Fisher a proposé que les spins nucléaires des atomes de phosphore pourraient maintenir des états quantiques cohérents dans le cerveau pendant des durées suffisamment longues pour être fonctionnellement importants. Les spins nucléaires sont beaucoup moins sensibles aux perturbations environnementales que les états électroniques, ce qui leur permet de maintenir la cohérence quantique pendant beaucoup plus longtemps. Fisher a calculé que des atomes de phosphore dans certaines molécules biologiques spécifiques, notamment des phosphates de calcium comme l'hydroxyapatite, pourraient maintenir des états de spin cohérents pendant des heures, voire des jours. Si de tels états cohérents de spin existent dans le cerveau et influencent les processus neuronaux, ils pourraient constituer un mécanisme réel par lequel les effets quantiques influencent la cognition. La proposition de Fisher est spéculative, mais rigoureusement argumentée, et elle est conçue pour être testable expérimentalement, ce qui la distingue des spéculations moins ancrées dans la physique concrète. Des expériences visant à tester cette hypothèse sont en cours. Le Dr Fisher et ses collaborateurs ont identifié des conditions expérimentales spécifiques dans lesquelles on pourrait observer l'influence du spin nucléaire du phosphore sur des processus cognitifs dans des systèmes biologiques simples. Ces expériences explorent un territoire entièrement nouveau où la physique quantique nucléaire rencontre la neurobiologie. Que ce mécanisme spécifique soit confirmé ou infirmé par les expériences futures, il illustre quelque chose d'important. Des physiciens sérieux, armés de raisonnements quantitatifs rigoureux, prennent au sérieux l'idée que des effets quantiques pourraient jouer un rôle fonctionnel dans le cerveau. La question n'est plus de savoir si cela est possible en principe, mais de savoir si cela se produit réellement et comment. Cette question s'inscrit dans un contexte scientifique plus large qui est l'une des grandes frontières intellectuelles de notre époque, la question du rapport entre la physique et la conscience. Comment des processus physiques, des flux d'ions à travers des membranes neuronales, des modifications de synapses, des patterns d'activation de réseaux neuronaux, donnent-ils naissance à l'expérience subjective, à la qualia, à ce que ça fait d'être vous, d'avoir faim, ou d'éprouver de la joie, ou d'entendre de la musique? Cette question est parfois appelée le problème difficile de la conscience, une expression introduite par le philosophe australien David Chalmers dans les années 1990. Les problèmes faciles de la conscience, selon Chalmers, sont des problèmes comme expliquer comment le cerveau traite l'information sensorielle, contrôle le comportement, maintient l'attention ou génère des rapports verbaux sur ses états internes. Ces problèmes sont difficiles au sens technique du terme. Ils demandent beaucoup de recherche pour être résolus. Mais ils sont en principe solubles par les méthodes standards des neurosciences et de la psychologie. Le problème difficile est différent. Il demande pourquoi le traitement physique de l'information dans le cerveau s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi y a-t-il quelque chose que ça fait d'être un cerveau qui traite de l'information? Pourquoi ne sommes-nous pas des zombies philosophiques, des êtres qui se comportent exactement comme des humains, mais qui n'ont aucune expérience intérieure, aucune vie subjective, aucune conscience? Le problème difficile est authentiquement difficile. Il est difficile parce qu'il semble exiger un pont entre la description objective, à la troisième personne, de la physique et de la neurobiologie, et la description subjective, à la première personne, de l'expérience vécue.
Et ces deux types de descriptions semblent fondamentalement incompatibles, comme si l'une était rédigée dans un langage et l'autre dans un langage entièrement différent, sans dictionnaire de traduction possible. Certains philosophes, comme Daniel Dennett, soutiennent que le problème difficile est une illusion, que l'expérience subjective n'est pas quelque chose de séparé du traitement de l'information dans le cerveau, mais simplement une façon dont ce traitement se représente lui-même. Sur cette vue, la conscience n'est pas mystérieuse. Elle est le cerveau qui parle de lui-même dans un langage à la première personne. D'autres philosophes et scientifiques, comme Chalmers lui-même, mais aussi Penrose, comme nous l'avons vu, et des philosophes comme Thomas Nagel, soutiennent que l'expérience subjective est irréductiblement quelque chose de plus que le traitement de l'information. Nagel a exprimé cette intuition dans un article célèbre de 1974 intitulé « Quel est fait ?» Cela fait-il d'être une chauve-souris, où il argumente que même si nous savions tout ce qu'il y a à savoir sur la neurobiologie de la chauve-souris et sur son système d'écolocation, nous ne saurions toujours pas ce que ça fait d'être une chauve-souris expérimentant le monde à travers l'écolocation. Une position encore plus radicale, celle du panpsychisme, suggère que la conscience n'est pas une propriété émergente de systèmes physiques complexes, mais une propriété fondamentale de la réalité, présente à tous les niveaux, y compris au niveau des particules élémentaires. Chaque particule aurait une forme rudimentaire d'expérience subjective, infiniment simple et primitive, et la conscience humaine complexe serait le résultat de la combinaison de ces micro-consciences élémentaires dans des structures de plus en plus sophistiquées. Le panpsychisme est une vieille idée philosophique qui remonte à des penseurs comme Leibniz avec ses monades et Spinoza avec son idée de l'attribut de la pensée s'étendant à toute substance. Mais il connaît un renouveau remarquable dans la philosophie contemporaine de la conscience avec des défenseurs aussi sérieux que Philip Goff, Galen Strawson et, dans une certaine mesure, Chalmers lui-même. Des versions récentes du panpsychisme, comme l'intégrisme de l'information de Giulio Tononi, le professeur et psychiatre de l'Université du Wisconsin, tente de donner une formulation mathématique précise à l'idée que la conscience est liée à la structure de l'information dans un système physique. La théorie de l'information intégrée de Tononi identifie la conscience à une quantité mesurable, notée phi, qui mesure le degré d'intégration de l'information dans un système, c'est-à-dire dans quelle mesure le tout contient plus d'informations que la somme de ses parties. Selon Tononi, tout système physique ayant une valeur de phi positive possède une certaine forme de conscience. Les êtres humains et les animaux ont des valeurs de phi élevées et donc une conscience riche. Les thermostats et les calculatrices ont des valeurs de phi très basses et donc une forme de conscience infinitésimale. Certains types d'ordinateurs, malgré leur puissance de calcul, pourraient avoir des valeurs de phi très basses car leur architecture est modulaire et peu intégrée. La théorie de l'information intégrée est mathématiquement élaborée et génère des prédictions testables, du moins en principe. Elle a suscité un intérêt considérable et un débat animé dans les milieux des neurosciences et de la philosophie de l'esprit. Elle est loin d'être universellement acceptée, mais elle représente un effort sérieux pour formaliser mathématiquement la relation entre la physique et la conscience. Ce qui rend toutes ces théories fascinantes, au-delà de leur contenu technique spécifique, c'est ce qu'elles nous disent sur l'état de notre compréhension de la réalité. Nous sommes à une époque extraordinaire où les questions les plus fondamentales sur la nature de la réalité, de la conscience et de leurs relations sont activement et rigoureusement explorées par des scientifiques et des philosophes de premier plan. Ces questions ne sont plus dans le domaine de la pure spéculation mystique. Elles sont au cœur d'un programme de recherche scientifique sérieux. Revenons maintenant à notre question initiale, la question de savoir si vos pensées sont physiquement réelles. Nous avons parcouru un vaste territoire scientifique et philosophique. Récapitulons ce que nous avons appris. Premièrement, nous avons vu que la mécanique quantique décrit un univers fondamentalement différent de l'univers classique intuitif. Un univers où les particules n'ont pas de propriétés définies avant d'être mesurées, où la superposition d'états est une réalité, où l'intrication connecte des particules séparées de façon non locale, et où le rôle de l'observateur dans le processus de mesure est profond et non entièrement élucidé. Deuxièmement, nous avons exploré le problème de la mesure
et les différentes interprétations de la mécanique quantique, en notant que certaines interprétations, notamment celles de von Neumann et de Wigner, accordent un rôle physique spécial à la conscience, un rôle que d'autres interprétations rejettent, mais sans le remplacer par une explication complètement satisfaisante. Troisièmement, nous avons établi que l'information est physique, dans le sens précis du principe de Landauer, et que vos pensées, en tant que configuration spécifique d'information dans votre cerveau, sont des réalités physiques mesurables avec des propriétés d'énergie et d'entropie bien définies. Quatrièmement, nous avons exploré la biologie quantique et ses preuves émergentes que la vie, y compris potentiellement les processus cognitifs, exploite des effets quantiques de façon fonctionnelle. Cinquièmement, nous avons plongé dans le problème difficile de la conscience et les théories qui tentent de relier la physique à l'expérience subjective, depuis Lorke-Oer, de Penrose et Hameroff jusqu'à l'information intégrée de Tononi. Aucune de ces idées ne prouve, dans le sens strict et technique du terme, que vos pensées agissent sur le monde physique externe à distance. Ce serait une affirmation extraordinaire qui dépasse de loin les preuves disponibles. Mais ensemble, elles établissent quelque chose de profond et de réel. Vos pensées sont des événements physiques dans un univers quantique. Elles ont une existence réelle, une structure mesurable, et des effets causaux sur la réalité physique au sein de votre propre cerveau et, par les actions qu'elles motivent, sur le monde extérieur. Le titre de cette méditation, qui dit que la mécanique quantique prouve théoriquement que vos pensées sont physiquement réelles, doit être compris avec cette nuance. Ce n'est pas que la mécanique quantique prouve que vous pouvez déplacer des objets par la pensée ou influencer des événements distants par l'intention. Ce que la mécanique quantique, combinée à la thermodynamique de l'information et aux neurosciences modernes, établit solidement, c'est que la pensée n'est pas une ombre, pas une abstraction sans substance, pas un épiphénomène sans conséquences physiques. La pensée est un événement physique réel dans un univers physique gouverné par les lois les plus fondamentales de la physique. Cette réalité physique de la pensée a des implications qui vont au-delà de la curiosité intellectuelle. Elle suggère que le soin que nous apportons à la qualité de notre vie mentale, à la nature de nos pensées habituelles, à l'orientation de notre attention et de nos intentions, n'est pas une activité purement spirituelle ou psychologique, séparée du monde physique. C'est une activité qui a des conséquences physiques réelles sur la structure et la fonction de notre cerveau. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à modifier sa structure et ses connexions en réponse à l'expérience et à la pratique mentale, est l'un des faits les mieux établis des neurosciences modernes. Des études menées par Richard Davidson à l'Université du Wisconsin-Madison, par Sarah Lazar à Harvard et par de nombreuses autres équipes dans le monde ont montré que des pratiques mentales comme la méditation de pleine conscience modifient de façon mesurable la structure du cerveau. L'épaisseur du cortex cérébral dans des régions associées à l'attention et à la régulation émotionnelle augmente chez les méditants réguliers. La densité des connexions dans des circuits neuronaux liés au bien-être et à la compassion est modifiée par la pratique mentale. Ces changements structurels sont des changements physiques réels. Des neurones qui s'allument régulièrement ensemble établissent des connexions synaptiques plus fortes, en accord avec le principe hébien. Les neurones qui s'activent ensemble se câblent ensemble. Des patterns habituels de pensée sculptent littéralement la matière cérébrale, modifiant les connexions synaptiques, l'expression des gènes, la croissance et la mort des neurones. En ce sens très réel et très concret, vos pensées habituelles construisent votre cerveau. Elles façonnent la réalité physique de votre expérience future. Une pensée récurrente n'est pas juste une pensée passagère. Elle est un travail de sculpture sur la matière la plus précieuse que vous possédez, la matière de votre cerveau. Voici un fait remarquable qui illustre cette plasticité neurophysiologique. Des études réalisées notamment par Álvaro Pascual León à Harvard ont montré que des pianistes qui s'imaginent mentalement jouer des gammes sans toucher physiquement un piano développent des changements dans les représentations motrices corticales des doigts comparables à ceux observés chez des pianistes qui pratiquent physiquement. L'imagerie mentale, la pensée d'un mouvement,
crée des changements physiques dans le cerveau qui ressemblent à ceux créés par l'exécution réelle du mouvement. La pratique mentale d'une compétence physique a des effets physiques réels sur le cerveau. La pensée d'un mouvement modifie les circuits moteurs du cerveau. Votre imagination est un outil de modification physique de votre cerveau. Si cela n'est pas une forme de réalité physique de la pensée, qu'est-ce que c'est? Permettez à ces idées de flotter librement dans votre esprit ce soir. Ne cherchez pas à les saisir trop fort. Laissez-les simplement être là, comme des lumières douces dans la pénombre de la conscience qui s'assoupit. Votre corps est de plus en plus lourd. Vos yeux sont de plus en plus fermés. Et votre esprit continue à tracer des chemins de curiosité sereine dans l'espace de ces idées. Je voudrais vous parler maintenant d'une perspective qui réunit plusieurs des fils que nous avons tissés ce soir, une perspective qui est peut-être la plus porteuse de sens pour la façon dont nous vivons notre vie quotidienne. C'est la perspective de l'entrelacement entre observateur et observé, telle qu'elle émerge non seulement de la mécanique quantique, mais de nombreuses traditions de pensée humaine, scientifique et philosophique. Dans la physique classique, le monde se divise nettement en deux parties. Il y a le sujet, l'observateur, qui regarde. Et il y a l'objet, le monde observé, qui est là indépendamment du regard. Cette division sujet-objet est si profondément ancrée dans notre façon de penser que nous la prenons pour une évidence. Bien sûr que le monde existe indépendamment de mes observations. Bien sûr que la Lune est là, même quand personne ne la regarde. Mais la mécanique quantique a profondément questionné cette évidence. Pas en niant que la Lune est là quand personne ne la regarde, la Lune est un objet macroscopique que la décohérence rend classique pratiquement instantanément, mais en montrant, au niveau fondamental de la réalité, que la distinction entre observateur et observé n'est pas nette, que l'acte d'observation change ce qui est observé d'une façon irréductible, que l'information sur un système et le système lui-même sont inextricablement liés. Niels Bohr avait saisi quelque chose de profond dans cette idée. Il aimait dire que la physique quantique ne nous apprend pas quelque chose sur la nature intrinsèque des particules quantiques. Elle nous apprend quelque chose sur notre relation avec la nature, sur ce que nous pouvons dire sur la nature quand nous interagissons avec elle de telle ou telle façon. La physique, dans cette vision, n'est pas une description d'un monde objectif existant indépendamment de nous. Elle est une description de notre relation avec le monde. Cette vision peut sembler inquiétante au premier abord. Si le monde dépend de notre relation avec lui, n'est-ce pas du solipsisme, l'idée que le monde n'existe que dans mon esprit? Pas nécessairement. Bohr distinguait soigneusement entre l'objet de la physique, qui est notre interaction avec le monde mesurable, et la question métaphysique de ce qu'est le monde en lui-même, indépendamment de toute observation. La physique, selon lui, ne peut nous dire que ce que nous pouvons mesurer et observer. Elle ne peut pas nous dire ce qu'est le monde en soi, au-delà de toute observation. Cette modestie épistémologique est en fait une position philosophique très sophistiquée et très profonde. Elle reconnaît les limites de la connaissance objective tout en maintenant la réalité de ce que nous pouvons mesurer. Elle est compatible avec la science la plus rigoureuse, tout en laissant de l'espace pour les questions profondes sur la nature de la réalité et de la conscience. L'entrelacement entre observateur et observé que révèle la physique quantique trouve des résonances dans d'autres traditions de pensée humaine. La tradition phénoménologique en philosophie, fondée par Edmund Husserl et développée par Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty et d'autres, a insisté depuis le début du XXe siècle sur le fait que la conscience est toujours une conscience de quelque chose, toujours tournée vers un objet, intentionnel dans le sens philosophique du terme, et que cet objet n'est jamais un objet brut, indépendant de la conscience qui le perçoit, mais est toujours déjà constitué dans et par la conscience qui le vise. Merleau-Ponty, dans sa Phénoménologie de la perception publiée en 1945, a décrit de façon magistrale comment notre corps vécu n'est pas un objet dans le monde comme les autres objets, mais est notre façon d'être au monde, notre point de vue irréductiblement subjectif sur un monde qui s'ouvre à travers lui. La perception n'est pas la réception passive de données sensorielles objectives, elle est une rencontre active entre un corps qui s'engage dans le monde
et un monde qui se dévoile à travers cet engagement. Ces perspectives philosophiques, aussi éloignées qu'elles soient de la physique quantique dans leur langage et leur méthode, convergent vers une idée similaire. La division nette entre un sujet passif et un monde objectif pleinement déterminé, indépendamment de lui, est une abstraction philosophique qui ne reflète pas la complexité de notre relation réelle avec la réalité. Cette idée a des implications pratiques que je voudrais souligner avant de vous laisser glisser vers le repos que vous méritez. Si votre relation avec le monde est réelle, si votre façon de vous engager avec la réalité façonne ce que vous percevez et expérimentez, et si vos pensées sont des événements physiques réels qui sculptent la matière de votre cerveau et orientent vos actions dans le monde, alors la qualité de votre vie mentale, la nature de vos pensées habituelles, la direction de votre attention ont une importance physique concrète. La pratique de la méditation, que vous pratiquez peut-être en écoutant ces mots ce soir, est une forme d'engagement délibéré avec la qualité de votre vie mentale. C'est un acte physique dans le sens le plus rigoureux du terme. Chaque fois que vous orientez délibérément votre attention, chaque fois que vous laissez une pensée anxieuse passer sans vous y accrocher, chaque fois que vous revenez doucement et patiemment à l'instant présent, vous sculptez votre cerveau. Vous renforcez des circuits neuronaux associés au calme, à la clarté et au bien-être. Vous affaiblissez des circuits associés à la réactivité automatique et au stress. Des études de neuroimagerie menées par Antoine Lutz, Richard Davidson, John Kabat-Zinn et leurs collaborateurs ont quantifié ces effets avec une précision de plus en plus grande. 8 semaines de pratique de la pleine conscience, à raison de 45 minutes par jour, modifient mesurément l'épaisseur corticale dans l'insula et dans les régions somato-sensorielles, des régions associées à la conscience corporelle et à l'empathie. Elles réduisent la densité de matière grise dans l'amygdale, une structure associée à la réponse au stress et à la peur. Elles augmentent la connectivité fonctionnelle entre les régions du cortex préfrontal associées à la régulation émotionnelle et les régions limbiques associées aux émotions. Ces changements ne sont pas des artefacts statistiques marginaux. Ce sont des changements robustes répliqués dans plusieurs laboratoires indépendants, avec des amplitudes comparables à celles qu'on observe chez des praticiens expérimentés ayant accumulé des milliers d'heures de méditation. La plasticité cérébrale induite par la pratique mentale est une réalité solidement établie. Et maintenant, je voudrais vous conduire vers une dernière réflexion avant que vous ne vous laissiez glisser dans le sommeil. Une réflexion sur le temps et sur la façon dont la physique quantique nous invite à nous situer dans le temps. Nous avons parlé de l'expérience de choix retardé de Wheeler, où une observation faite dans le présent semble rétroactivement déterminer le comportement passé d'une particule quantique. Cette idée de rétrocausalité est très débattue en physique fondamentale. Mais elle pointe vers quelque chose d'important sur la nature du temps dans le cadre quantique. Dans la physique classique, le temps coule dans une seule direction, du passé vers le futur, et chaque instant est entièrement déterminé par le passé. Dans la physique quantique, la situation est plus subtile. L'indéterminisme fondamental dit que le futur n'est pas entièrement contenu dans le présent. Et les corrélations quantiques entre particules intriquées suggèrent une façon de connecter des événements distants dans le temps et dans l'espace qui dépassent les contraintes de la causalité classique. Des physiciens comme Yakir Aharonov ont développé le formalisme de la valeur faible, qui décrit l'état d'une particule quantique comme déterminé simultanément par une condition initiale dans le passé et une condition finale dans le futur. Dans cette image, le présent est, en quelque sorte, l'intersection de deux vagues temporelles, une venant du passé et une venant du futur. Cette image est mathématiquement rigoureuse et génère des prédictions vérifiables, même si son interprétation physique reste débattue. Ce cadre suggère une façon de penser au présent comme le lieu où passé et futur se rencontrent, où l'information du passé et les possibilités du futur se condensent en une actualité précise. Et dans ce présent, votre conscience, vos pensées, votre attention sont des acteurs actifs, non pas des spectateurs passifs, d'un déterminisme inexorable. Cette nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau continuera son travail extraordinaire. Il consolidera les informations de la journée, renforçant les connexions synaptiques correspondant aux apprentissages importants et affaiblissant celles correspondant aux informations moins pertinentes. Il associera des souvenirs distants dans des patterns de signification nouvelles. Il effacera le bruit émotionnel des expériences de la journée
conservant l'essentiel. Des recherches récentes, notamment les travaux de Matthew Walker à Berkeley et les études sur le rôle du sommeil dans la consolidation de la mémoire, ont montré que le sommeil n'est pas une pause dans la pensée. Il est une forme différente de pensée, une pensée nocturne qui accomplit des fonctions cognitives irremplaçables. Le système glymphatique, découvert par des chercheurs dont Meiken Nedergaard en 2012, utilise les espaces périvasculaires du cerveau pour éliminer pendant le sommeil les déchets métaboliques accumulés pendant l'éveil, dont le peptide bêta-amyloïde associé à la maladie d'Alzheimer. Dormir est un acte de soin envers la matière de votre cerveau. C'est une hygiène physique de votre substrat pensant. En choisissant de vous accorder un sommeil de qualité, vous prenez soin de la réalité physique de votre vie mentale. Vous permettez à votre cerveau de faire son travail nocturne de consolidation, d'élimination, d'intégration et de préparation. Pendant que vous glissez maintenant vers le sommeil, laissez ces idées flotter doucement autour de vous. La mécanique quantique a redessiné les contours de ce que nous appelons la réalité. Elle a montré que la réalité au niveau fondamental est participative, relationnelle et profondément interconnectée d'une façon que notre intuition classique ne saisit pas. Elle a établi que l'information est physique, que la pensée est un événement physique réel, et que la relation entre observateur et observé est plus profonde et plus intime que nous ne l'imaginions. Vos pensées ne sont pas des ombres sur un mur. Elles sont des événements dans le tissu physique de l'univers, aussi réels à leur échelle que les étoiles le sont à la leur. Elles sculptent votre cerveau, orientent vos actions, façonnent votre expérience du monde. Elles sont, dans un sens profond et non métaphorique, des actes de participation dans la création continue de votre réalité. Et cette nuit, pendant que votre conscience se retira doucement vers les territoires du sommeil, ces idées continueront leur travail silencieux dans les profondeurs de votre cerveau. Votre esprit inconscient, qui travaille sans relâche pendant le sommeil, intégrera ces perspectives, établira des connexions avec vos autres connaissances et expériences, et vous les offrira demain matin sous une forme nouvelle, plus assimilée, plus personnelle. Il n'est pas nécessaire que vous restiez éveillé pour bénéficier de ce voyage. Il n'est pas nécessaire de tout retenir, de tout comprendre, de tout saisir. L'essentiel a déjà été entendu, même si c'est votre demi-sommeil qui a reçu ces derniers mots. Votre cerveau sait comment faire avec l'information qu'il a reçue. Faites-lui confiance. Laissez votre corps s'enfoncer un peu plus dans votre lit, dans votre canapé, dans l'endroit douillet que vous avez choisi pour cette nuit. Laissez la pesanteur être votre ami. Laissez les muscles de votre visage se détendre complètement. La mâchoire, les yeux, le front. Laissez vos épaules descendre encore un peu. Laissez vos mains reposer, ouvertes ou fermées, sur votre ventre ou à vos côtés, là où elles trouvent naturellement leur place. Ce soir, vous avez traversé quelque chose de remarquable. Vous avez suivi le fil d'une des pensées les plus audacieuses que la science humaine ait jamais proposées. Vous avez exploré des territoires où la certitude laisse place à une incertitude productive, où les questions posées sont plus importantes que les réponses prématurées, où la science et le sens se rejoignent dans une danse fascinante. La mécanique quantique ne nous dit pas tout ce que nous voudrions savoir sur la réalité de nos pensées. Elle laisse ouvertes des questions profondes sur la conscience, sur le libre arbitre, sur la relation entre l'esprit et la matière. Mais ce qu'elle nous dit est déjà extraordinaire. Elle nous dit que l'univers est plus étrange, plus riche, plus participatif que nous ne l'imaginions. Elle nous dit que la frontière entre le penseur et le pensé, entre l'observateur et ce qu'il observe, est moins nette, moins absolue, moins infranchissable que la physique classique ne le suggérait. Et dans cette étrangeté lumineuse, dans cet espace ouvert entre la certitude et le mystère, il y a quelque chose de profondément libérateur. Une invitation à prendre au sérieux la réalité de votre vie intérieure. Une invitation à traiter vos pensées avec le respect qu'on accorde aux événements physiques importants. Une invitation à cultiver délibérément les états mentaux qui vous nourrissent et vous construisent.
Vous êtes, en ce moment, un observateur dans un univers quantique. Votre conscience, quel que soit son rapport exact aux équations de la mécanique quantique, est le site d'une expérience d'une richesse et d'une profondeur inimaginables. Elle est le point de vue à partir duquel l'univers se contemple lui-même dans ce coin particulier de l'espace-temps que vous habitez. Bonne nuit. Dormez bien. Laissez l'univers quantique veiller sur les mystères que nous n'avons pas encore résolus, pendant que vous vous reposez dans la douceur de cette nuit. Demain, vous vous réveillerez avec ces idées quelque part dans le fond de votre esprit, peut-être transformées, peut-être enrichies, peut-être simplement présentes comme une lumière douce qui n'existait pas hier. Et ce sera suffisant, ce sera même magnifique.